Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans notre épisode de Board Game Summer, on va regarder ensemble le jeu Imhotep, qui nous vient de la compagnie Cosmos Game en 2016, donc tout récemment sorti, qui provient aussi du concepteur Phil Walker Harding. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui dure environ 40 minutes. On a beaucoup entendu parler de ce jeu-là cette année. Il a été notamment nominé au Spiel des Jahres pour le jeu de l'année en Allemagne, mais il a malheureusement perdu contre Codename, qui a été le grand gagnant. C'est un jeu dans lequel on doit amasser le plus de points possible pour gagner la partie. Et côté mécanique de jeu, on pourrait dire que c'est un jeu de contrôle de territoire. En fait, c'est qu'on va placer des cubes pour aller les envoyer sur des bateaux et ensuite les amener sur des sites pour essayer de construire des monuments, que ce soit des pyramides, des obélisques, un temple ou d'aller au marché, tout simplement pour essayer de marquer des points à différents endroits. Alors, Imhotep, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour un placement à 4 joueurs. Donc, premièrement, pour le plateau de jeu à Imhotep est divisé en 5 petits plateaux qui représentent 5 sites dans lesquels on va aller construire des monuments pour la plupart et on va avoir le marché en haut qu'on va pouvoir aller chercher des cartes qui vont faire différents effets pendant la partie. Tous les plateaux sont réversibles, donc recto verso, on a le côté A, le côté B, et ça va un petit peu changer la mécanique du site dépendamment de quel côté on le place. Pour une première partie, on suggère de prendre le côté A pour les 5 plateaux, mais une fois qu'on a joué une partie, on peut aller essayer les côtés B ou essayer la moitié des plateaux d'un côté A et l'autre moitié du côté B pour changer un petit peu la dynamique des parties et ajouter un petit peu de rejouabilité à nos parties. Donc on a le marché, la pyramide, le temple, la chambre funéraire et les obélisques. Donc ces 4-là, on va placer nos cubes pour les construire. Et le marché, on va aller chercher des cartes qu'on va mélanger la petite pile de cartes marché et la placer à côté du plateau de marché. On a la carrière qui représente tous les cubes qui vont être disponibles pour la partie. Chacun des joueurs va se choisir une couleur de cube, donc on a gris, blanc, brun ou noir, et on va placer un cube à 0 sur la piste de score au début de la partie pour indiquer que chacun des joueurs n'a pas de points. Et durant la partie, on va pouvoir suivre les points avec cette piste-là. On a des points qui vont se faire durant la partie et on a d'autres points qui vont juste se marquer à la fin lors du décompte final. Ensuite, on va former une réserve avec les bateaux qui vont être disponibles durant la partie. Donc, ça ressemble un peu à des bateaux de Battleship. On va ensuite prendre les cartes de bateaux qui correspondent au nombre de joueurs avec les petites têtes qui sont ici. Donc, ici, 2 joueurs, on n'en aura pas besoin. 3 joueurs non plus. On va utiliser la pile de cartes bateaux à 4 joueurs pour notre partie, dans notre exemple. On va les mélanger et on va en retirer une au hasard sans regarder. Ce qui fait qu'il devrait nous rester 6 cartes pour la partie. Ça veut dire que la partie va durer 6 rondes de jeu au total. Chacun des joueurs va recevoir une tuile de traîneau qui va être là-dedans, qui va placer ses pierres. Les pierres qui sont dans son traîneau peuvent être ensuite envoyées dans les bateaux et envoyées vers les sites par la suite. Mais, premièrement, il faut que le joueur aille chercher des pierres dans la carrière pour les placer sur son traîneau. Au début de la partie, le premier joueur va commencer avec 2 pierres sur son traîneau, le deuxième 3, le troisième 4 et le quatrième joueur va commencer avec son traîneau plein à 5 pierres. Au début d'une ronde, on va tourner la première carte de bateau qui est sur la pile et on va regarder les bateaux qui sont sur la carte et on va les placer à côté des différents sites. Alors on a 3 bateaux à 3 places et un bateau à 2 places qu'on va mettre disponible pour les joueurs pour la première ronde de jeu. On va ensuite révéler les 4 premières cartes du paquet de cartes marché pour les placer sur le site du marché pour que les joueurs voient les cartes qui sont disponibles pour être achetées dans la ronde numéro 1. Vous voyez qu'on a 4 couleurs de cartes différentes. Donc les cartes bleues sont les cartes d'action qui vont vous permettre de faire 2 actions en une. Les cartes rouges vous donnent un effet qui se fait immédiatement. Les cartes mauves sont les statues qui vont vous donner des points bonus en fin de partie. Plus vous en aurez, plus ça va faire de points. Et les cartes vertes sont des bonus de points en fin de partie selon différents monuments. Celui-ci, par exemple, pour chaque 3 cubes de pierre à la pyramide à la fin de la partie, ça va vous donner un point bonus. Le joueur blanc sera donc le premier joueur dans notre exemple. Lorsque vient son tour de jeu, un joueur a le choix de faire une des 4 actions disponibles. La première action disponible est d'aller se chercher des roches dans la carrière. Alors, si le joueur décide de faire cette action-là, il va aller chercher 3 cubes de sa couleur dans la carrière, il va venir les ajouter sur son traîneau tout simplement. Si jamais le joueur n'avait pas de place pour 3 pierres et qu'il décide de prendre cette action-là, il ne peut pas dépasser la limite de 5 pierres sur son traîneau, alors à ce moment-là, il n'irait n'en chercher que 2.
Deuxième action disponible pour les joueurs, on peut prendre une roche de notre traîneau et le placer sur n'importe quel des bateaux qui n'est pas amarré à un site. Alors il peut le placer sur n'importe quel bateau dans la position qu'il veut. Il pourrait placer son cube de pierre dans la première place sur le bateau, la deuxième ou la troisième, comme bon lui semble. Les autres joueurs vont peut-être à leur tour de jeu venir placer des roches sur le même bateau que nous. Donc ça ne dérange pas du tout. C'est un conseiller pour jamais empêcher qu'un joueur ait toutes ses pierres sur le même bateau, qu'il puisse les envoyer à un endroit pour marquer beaucoup de points. Parce qu'à certains endroits, évidemment, plus on va avoir le cube, plus les cubes vont être près les uns des autres, plus ça va donner de points. Alors, un joueur peut faire ça. Ce qui nous amène à notre troisième action possible. Un joueur peut décider de déplacer un bateau. Pour déplacer un bateau, on a une condition à respecter, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de roches à l'intérieur du bateau, qui est le nombre de symboles ici. Donc lui, il faudrait qu'il y ait minimum une pierre dans le bateau pour le bouger. Lui, minimum 2 et minimum 2. Donc généralement, en fait, c'est toujours un 1 de moins que le maximum. Alors un joueur pourrait décider de déplacer ce navire. Le joueur n'est pas obligé d'avoir des cubes dans le bateau pour le déplacer. Il pourrait juste l'envoyer à un endroit qui va faire marquer un petit peu moins de points à ses adversaires à ce moment-là. Donc il pourrait décider de l'envoyer à n'importe quel des sites qui est libre. Donc on ne peut pas l'envoyer s'il y a déjà un navire qui est ici. Ben, je ne peux pas l'envoyer mon bateau à cet endroit-là. Donc je dois choisir un autre endroit et on va placer les cubes en conséquence du site qu'on a amarré. On va revenir tantôt sur les détails de chacun des sites. Quatrième action possible pour un joueur dans son tour de jeu, il peut venir jouer une carte d'action, qui sont les cartes bleues qu'on peut aller acheter au marché. Donc cette carte-là, s'il l'utilise, il pourrait placer 2 pierres sur un seul bateau ou placer une pierre sur 2 bateaux différents. Alors ce qui lui donne, dans le fond, la possibilité de jouer cette carte-là, de la défausser et de placer 2 pierres sur le même bateau. Donc ça lui permet de faire 2 actions en une seule quand il va jouer cette carte-là. Les joueurs vont continuer leur tour de jeu en envoyant les différents bateaux avec les pierres à l'intérieur, en plaçant d'autres pierres sur des navires, en les déplaçant et en les envoyant sur les différents sites. Lorsque les 4 bateaux vont être rendus au site et qu'on a placé les cubes, que les points ont été alloués, la ronde se termine. À ce moment-là, on va... Donc les cubes vont être enlevés, vont généralement placer sur les sites. On va voir tantôt en détail. Donc on va enlever les différents navires à ce moment-là et la ronde se termine. On va faire marquer les points pour le temple, ça aussi je vais revenir tantôt. Et par la suite, on va tout simplement défausser les cartes de marché qui n'ont pas été achetées. Donc on ne peut pas les acheter à la prochaine ronde, ça va être 4 nouvelles cartes. Et on va tout simplement retourner une autre carte de bateau et cette fois-ci on va placer les bateaux en conséquence. On aurait un bateau à 4 places et les 3 bateaux à 3 places. Fait qu'on va avoir plus de place disponible pour les pierres dans cette ronde-là. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on joue les 6 rondes de jeu. Et à la fin de la partie, on va accumuler les points bonus qui ont été comptés dans la chambre funéraire, dans les obélisques et les statues, les cartes de statues ou les cartes vertes qui donnent des bonus de points. Et on va faire le total à ce moment-là. Le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, ça va être le joueur qui a le plus de pierres sur son traîneau à ce moment-là pour briser l'égalité entre les deux joueurs. Maintenant, on va voir comment fonctionnent les différents sites. Pour le site du marché du côté A, on a 4 cartes qui sont disponibles pour les joueurs. Lorsqu'un navire va amarrer, le joueur qui a le cube le plus en avant va avoir le premier choix, va se choisir une carte et la gagner immédiatement, va prendre ensuite son cube et le remettre dans la carrière. Même chose avec le deuxième joueur, va se choisir une carte, la gagner et remettre son cube dans la carrière. Et même chose avec le troisième joueur. Pour le marché du côté B, ça ressemble étrangement au côté A. On a 3 cartes disponibles qui sont visibles et on a un 4e endroit où on a 2 cartes cachées que personne n'a vues. Alors le premier joueur va avoir le choix de prendre une des 3 cartes visibles ou de prendre les 2 cartes cachées et d'en garder une des 2. On va défausser celle qu'il ne veut pas. Alors le joueur gris peut prendre cette option, prendre les 2 cartes cachées, les regarder et choisir de garder celle-ci et on va défausser l'autre à ce moment-là. Le deuxième joueur qui est le joueur brun, lui, se choisirait une des cartes restantes. Pour le site de la pyramide côté A, on va essayer de construire une pyramide géante avec les différentes pierres. Lorsqu'un bateau va arriver, donc on va suivre l'ordre de construction qui est indiqué avec les flèches. On va construire de gauche à droite et on va commencer par celle du haut parce que la flèche est indiquée ici qu'on remplit par le bas. Alors le premier joueur va venir placer son cube ici
dans la première colonne. Et sur le premier carré, il est indiqué 2. Alors quand il place son cube, il va marquer 2 points. Donc on peut l'avancer sur la piste. Le prochain joueur va continuer l'ordre. Donc là, il va placer son cube ici. Et il va marquer seulement un seul point à ce moment-là. Les points de la pyramide sont marqués immédiatement et là les joueurs vont continuer de remplir au fur et à mesure que la partie va avancer. On va remplir la pyramide comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, la base va être faite. On va commencer le deuxième étage qui est indiqué ici. Alors, le premier joueur va déplacer un cube sur le deuxième étage, va faire 2 points, comme indiqué ici. Le cube suivant va faire 3 points. On continue comme ça à remplir l'autre côté. Et finalement, pour l'étage du haut, le joueur marquerait 4 points. Lorsque la pyramide est complète, on peut encore envoyer des pierres à cet endroit-là. On va les placer sur le côté et à la fin. Et ils vont seulement marquer un point automatiquement quand on va les placer sur ce plateau. Pour le côté B de la pyramide, au lieu d'avoir une pyramide géante au milieu du plateau, on aura 3 petites pyramides qui fonctionnent dans le même principe. Lorsque les joueurs vont arriver avec le bateau, vont décider, en ordre encore une fois, donc le premier joueur va décider sur quelle pyramide il veut aller construire. N'importe quel des 3, il va aller se placer au premier endroit et va ensuite marquer les différents points. Deuxième joueur pourrait décider d'aller ici en dessous et de marquer 3 points ou d'aller commencer une autre pyramide à ce moment-là. On pourrait venir ici pour 3 points. Vous allez remarquer que certaines des cases ont des icônes spéciaux. Donc ici, je marque un point et je peux piocher la première carte du paquet de cartes marché. Ici, on marque un point et on peut prendre une pierre de la carrière et la mettre sur son traîneau. Et ici, on fait un point et on prend une pierre de son traîneau qu'on peut placer directement sur un bateau, s'il reste de la place sur des bateaux, évidemment. Pour le temple, côté A, donc lorsque les pierres arrivent au temple, on va les placer en ordre qu'elles arrivent. Donc la pierre brune au premier endroit, la pierre blanche au deuxième endroit et la pierre grise au troisième endroit pour ce tour-là. À la fin du tour, le temple va marquer les points qu'il fait générer aux joueurs. On va regarder d'une vue sur le dessus et pour chaque couleur qu'on va voir, chaque cube de couleur qu'on va voir, on va marquer un point. Alors le joueur brun marquerait un point, le joueur blanc marquerait un point, et le joueur gris marquerait un point, tout simplement. On a une limite de 5 cubes pour une partie à 4 joueurs. Si jamais on joue à 2 joueurs seulement, on a juste 4 endroits. Plus les tours vont avancer, plus les cubes vont continuer d'avancer. Donc, si par exemple, à la fin d'un tour, c'est comme ça, le joueur blanc marquerait 2 points, le joueur gris 1 point, le joueur noir 1 point et le joueur brun 1 point. Pour le temple du côté B, ça fonctionne sensiblement de la même façon. Donc les pierres vont être placées en ordre d'arrivée. Mais cette fois-ci, les joueurs vont avoir différents bonus. Ce ne sont pas nécessairement seulement des points. Par exemple, ici, un joueur peut choisir de marquer un point à la fin du tour ou de prendre 2 pierres de la carrière et de les mettre sur son traîneau. Ici, cette case-là, le joueur fait 2 points. Ici, le joueur a encore le même choix, un point ou prendre 2 pierres de la carrière et les mettre sur son traîneau. Et ici, le joueur prendrait une carte marché qui est la première sur le dessus de la pile. Pour la chambre funéraire du côté A, on va la remplir un petit peu dans le même principe que les pyramides. Donc en ordre d'arrivée, les cubes de pierre vont être placés au fur et à mesure pour remplir les différentes colonnes. Et le but est d'avoir le plus de pierres adjacentes les unes sur les autres. Donc les tours pourraient se succéder comme ça. Et les joueurs vont essayer de placer le plus grand nombre de pierres adjacentes les unes avec les autres. Donc par exemple comme ça ici. Et la chambre funéraire ne marque seulement les points qu'à la fin de la partie. Alors, le joueur blanc a réussi à mettre 4 pierres adjacentes, donc il marquerait 10 points. Le joueur gris, 3 pierres adjacentes, ça lui donnerait 6 points. Et le joueur brun a seulement 2 pierres adjacentes, ça lui donnerait 3 points à la fin de la partie. Le côté B de la chambre funéraire va se remplir un peu de la même façon. C'est la façon de marquer les points qui va être différente. On va marquer les points pour les rangées. Alors, on va prendre la première rangée, on va regarder qui a le plus grand nombre de cubes. Si c'est le joueur brun, donc il est premier, ça lui donnerait 8 points. Le deuxième joueur, le joueur blanc, puisqu'il a un cube, ça lui donnerait 4 points. Comme les autres joueurs ne sont pas présents dans la rangée, ça leur donne aucun point. On fait la même chose avec la deuxième rangée. Le joueur gris marquerait 8 points, le joueur blanc marquerait 4 points. Et en bas, tout simplement, le joueur blanc marquerait 8 points, parce qu'il a le plus de cubes. Et le joueur gris, 4 points. Si jamais on a une égalité entre deux positions, on va additionner les deux positions ensemble et diviser par 2. On va arrondir à l'entier inférieur pour donner le nombre de points à chacun des joueurs.
Pour le site de l'obélisque, côté A, donc ici l'ordre n'a aucune importance parce que chacun des joueurs va aller sur l'obélisque de sa couleur directement. On n'a pas de choix, on n'a pas d'endroit qui est plus payant comme les autres plateaux. Les joueurs, au fur et à mesure que la partie va avancer, vont empiler des pierres sur leurs obélisques et à la fin de la partie, le joueur qui aura l'obélisque le plus haut marquera le plus de points selon le nombre de joueurs. Donc ici, comme on est une partie à 4 joueurs, le joueur qui a l'obélisque le plus haut va faire 15 points, le deuxième va faire 10 points, le troisième 5 points et le quatrième 1 point. Encore une fois, si on a une égalité en deux positions, on va les additionner. Donc par exemple ici, le deuxième et le troisième, donc ça fait un total de 15. On divise par 2, ça fait 7,5 qu'on arrondit à l'entier inférieur. Ça veut dire que le joueur blanc et le joueur noir marqueraient 7 points chacun. Pour l'obélisque côté B, donc ici les joueurs vont placer tout simplement les cubes sur leur couleur. Et si jamais ils amènent un troisième cube, dans un tour suivant, le joueur noir amène un troisième cube, il va empiler ces 3 cubes et les placer sur le chiffre le plus haut et marquer directement ses points. Dans le fond, on va faire des mini-obélisques de 3 pierres de hauteur et on va marquer les points directement quand on va le placer. Donc ici, le joueur noir ferait 10 points. Le prochain joueur a complété un obélisque, on est placé sur le 9 et ainsi de suite. À la fin de la partie, les joueurs vont avoir un certain score d'accumulé pendant la partie qui a été marqué avec des points au fur et à mesure. On va additionner les points de la chambre funéraire pour chacun des joueurs. On va ajouter les points pour les obélisques. On va les ajouter sur leur score. Et ensuite, les joueurs qui ont des cartes de statut vont marquer les points qui sont inscrits sur les cartes. Plus on a de cartes de statut, plus ça donne de points. Et on a aussi les cartes vertes qui vont donner des bonus selon un certain nombre de cubes qui se retrouvent sur un site. Par exemple, chaque 3 cubes sur la pyramide va donner un point au joueur qui possède cette carte-là. Le score final va faire un gagnant. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de cubes sur son traîneau qui va l'emporter. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Imhotep. Je reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Imhotep? Si on regarde les composantes, on a des petites cartes qui sont de bonne qualité, sont bien illustrées aussi, les cartes de bateau, même chose, tout ce qui est en carton, que ce soit les bateaux, les différents plateaux de jeu, donc c'est de bonne qualité aussi. Les plateaux vraiment beaux aussi, vraiment colorés. Bon, on voit la thématique d'Égypte qui est vraiment bien représentée. Vraiment cool que les plateaux soient recto verso, qu'on ait des règles différentes. Ça ajoute beaucoup à la rejouabilité du jeu, là, qu'on ait le côté A, le côté B pour chacun des plateaux. Mais la composante la plus cool, ce sont les cubes de bois. Donc les cubes sont géants, sont vraiment cool. On a vraiment le feeling de transporter des grosses pierres. Donc, quand je vois ce jeu-là, puis bon, mon traîneau avec mes pierres, tout ça, je pense tout le temps à Astérix et Cléopâtre. Donc vraiment cool, ça met le feeling un petit peu du jeu qu'on veut construire de quoi de grandiose avec les cubes, qui ont une pyramide, des obélisques, des choses comme ça. Parce que c'est sûr que la thématique est quand même plus esthétique que mécanique dans ce jeu-là. Mais c'est quand même bien réussi, ils sont vraiment allés à fond avec la thématique Égypte et ça se ressent quand même un peu. Donc c'est bien réussi de ce côté-là. Pour le côté des règles de jeu, donc un jeu vraiment simple, vraiment un petit jeu familial, vous êtes capable d'initier vos enfants à ça, la prise de décision n'est pas si stressante que ça. Il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est plus optimal qu'un autre, donc c'est sûr qu'on peut se mettre à analyser un peu les possibilités. Dans le fond, la grosse décision, c'est est-ce que je fais quelque chose qui m'avantage moi ou est-ce que je bloque quelque chose pour empêcher mon adversaire d'aller faire beaucoup de points. Donc c'est généralement la question qui va se poser. C'est sûr que des enfants vont peut-être moins voir ce que les autres font, par contre, vont se concentrer sur ce qu'ils font. Sur les déplacements qu'ils veulent faire, où ils veulent envoyer leur cube et ces choses-là. Mais ils vont apprendre à jouer avec le temps, puis ils vont être capables éventuellement là, d'aller vous contrer quand ils vont avoir compris comment ça fonctionne. Pour la rejouabilité du jeu, la rejouabilité est bonne à cause des deux côtés de plateau. Il y a certains sites que même je vous recommanderais le côté B, donc la pyramide par exemple, puis le temple, je vous recommanderais de toujours utiliser le côté B parce qu'il rajoute un petit peu plus de saveur. On fait pas juste gagner des points, mais on peut aller chercher des fois une carte où je peux mettre un cube en bonus sur un autre bateau, ou je peux aller me chercher des cubes dans la carrière en plus de faire un petit peu de points. Donc je trouve que ça rajoute un petit peu de profondeur d'avoir ces choses-là. Puis ça fait que les cartes de marché sont un peu plus accessibles. C'est pas nécessairement là qu'on se ramasse souvent au marché, là, dépendamment des parties évidemment, dépendamment qui contrôle les bateaux. Côté de la langue, c'est pas un jeu qui a beaucoup de texte.
Donc même s'il est juste sorti en anglais, si vous écoutez la vidéo, tout ça, vous allez savoir comment jouer. C'est vraiment simple. Ça fonctionne vraiment avec les chiffres qui sont là, qui sont les points, les petits icônes qui représentent les petits pouvoirs que vous pouvez avoir en plaçant vos cubes là. Donc vraiment accessible, même si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, je vous recommande de l'acheter quand même, cette version-là. Vous pouvez facilement apprendre à jouer et vous débrouiller là, avec ce jeu-là. Mon appréciation du jeu Imhotep, je vais lui donner la note de B, un bon jeu. Un bon jeu familial, un bon jeu qui a quand même un bon côté stratégique en ayant une mécanique qui est simple. Donc on n'a vraiment pas beaucoup de choix d'action. On va faire ces actions-là à notre tour. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une analyse. C'est sûr qu'avec un joueur qui va analyser trop ce qui se passe, ça va peut-être être un peu plus désagréable. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps à jouer ses tours de jeu. Je recommande ce jeu-là à 3-4 joueurs. Donc c'est un peu moins le fun à 2 joueurs, moins d'interaction. C'est un jeu qui est basé sur l'interaction en fait. Parce que, comme j'ai dit tantôt, soit qu'on se bénéficie nous, soit qu'on bloque l'autre. Donc, il faut toujours regarder ce que les autres font, où est-ce qu'ils veulent essayer d'aller, bon, pour essayer de bloquer la combine qu'ils veulent faire pour faire trop de points. Donc, c'est annoncé comme un jeu très euro, mais dans le fond, pas tant, parce que oui, on met des cubes, on marque des points, ces choses-là. Mais toute l'interaction avec les joueurs, une fois que j'ai placé mon cube, les chances que ce soit moi qui bouge ce bateau-là sont assez minces. Il y a beaucoup de chances que les autres joueurs vont aller bouger le bateau avant que ça revienne à mon tour. Surtout si j'ai 2 cubes sur le même bateau. Ben, je pense pas que je l'envoie où ce que je pense parce que quelqu'un va essayer de me voir venir et puis il va l'envoyer ailleurs. C'est vraiment un jeu d'interaction. C'est presque un jeu que moi je dirais c'est quasiment une mécanique de pousser sa chance parce que une fois que j'ai placé mes cubes, ben j'ai comme poussé pour faire ce move-là, mais ça revient à mon tour, je vais être capable d'envoyer ce que je veux. Par contre, j'ai poussé ma chance dans le sens que faut que les autres ne touchent pas puis qu'ils le laissent là puis qu'ils le déplacent pas. Donc ce qui est assez peu probable. Mais ça reste un bon jeu familial, bon jeu le fun, divertissant. Puis je vous conseille de l'essayer. Donc un bon jeu. Par contre, c'est sûr qu'il a été nominé au Spiel des Jahres. Des fois, on s'attend à ce que ça soit le jeu de l'année pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il vise quand même des jeux un peu plus familiaux. Puis je peux comprendre pourquoi il a été nominé. C'est un jeu de société, je pense qu'il représente bien les jeux de société modernes, qui pourraient servir d'initiation et tout ça. Donc, Imhotep, ben, allez voir ça. Un bon jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.